Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Au menu du jour, qu'est-ce qu'on a? On a l'or, le gaz, le cacao et le pétrole. C'est parti. On va commencer par l'or, et cette semaine je l'ai appelé un pour tous, tous pour l'or. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Eh bien parce que l'or ne fait pas seulement une bonne année, l'or fait sa meilleure année depuis 40 ans. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Sur ce graphique, vous pouvez voir les performances de l'or année par année. C'est les barres noires verticales que vous voyez. Et on voit que l'or fait sa meilleure année depuis 1979. L'or continue de monter malgré la diminution du risque lié au Moyen-Orient. On va voir ça en fin d'émission. Mais bon, évidemment, il y a toujours des incertitudes liées aux élections présidentielles américaines qui auront lieu le 5 novembre. Et je profite de parler de ces élections pour vous dire que XTB fera un coverage live des élections pendant la nuit du mardi au mercredi. Et il y aura une émission Good Morning Market d'Antoine dédiée le mercredi matin. Alors, maintenant on voit un peu quelles sont généralement les performances de l'or après et avant des élections. Alors c'est surtout après ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on voit dans cette courbe en pointillé rouge, c'est que généralement les performances de l'or sont assez moyennes, voire même légèrement négatives après des élections américaines, donc de moins 1,6% en moyenne, et ça a été assez vrai pour les élections de 2020, où on a eu, donc c'est la courbe en noir ici, une performance de moins 2,8, et en gris ici c'est moins 5,6, c'est les élections de 2016. Donc évidemment les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est bon de savoir que après des élections, généralement la performance de l'or est assez moyenne. Il ne faut pas non plus oublier que 2 jours après les élections, la Fed prendra une nouvelle décision sur les taux. Le marché attend quasiment à l'unanimité une baisse de 25 points de base, donc de 0,5% des taux, mais le marché a considérablement diminué ses prédictions de réduction de taux, et si c'est confirmé par la communication de la Fed, on pourra avoir une revalorisation à la baisse de l'or, donc il faut évidemment garder ça en tête. Je vous avais dit il y a plusieurs semaines que le comportement de l'or ressemblait cette année beaucoup à son comportement long terme, voire très long terme. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec en vert le prix de l'or cette année, et en pointillé ici, c'est son comportement moyen à très long terme. Là, vous avez à 5 et 10 ans, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt à très long terme. Et on voit qu'à très long terme, généralement, l'or a tendance à baisser en novembre avec un rebond en décembre. Et à ça s'ajoute la saisonnalité de l'or qui a tendance à être mauvaise en novembre, et les meilleurs mois de l'année sont décembre et janvier. Donc on pourrait avoir comme ça une correction en novembre qui suivrait les élections américaines avant d'avoir un rebond en décembre et en janvier. Donc affaire à suivre. Maintenant, on va parler du gaz naturel. Et le gaz naturel est à la merci de la météo, du climat, surtout aux États-Unis. Vous allez voir, c'est super intéressant. Au début de la semaine dernière, on a vu que les prix du gaz naturel avaient chuté de plus de 6% en raison de la persistance des températures élevées en début de la saison de chauffage. Donc en fait, la saison de chauffage a du mal à commencer du fait des températures élevées. Maxar Technologies, une société spécialisée dans les technologies satellitaires, indique que la plupart des États ont récemment connu des températures supérieures à la normale, et que les projections météorologiques indiquent que la hausse des températures se poursuivra à court terme. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. On voit les températures aux États-Unis comparées à leur moyenne saisonnale, et on voit que c'est supérieur à la moyenne dans les 3/4 du pays, et c'est à peu près comme la normalité ici, et c'est seulement en dessous de la normale dans cette petite partie du pays. Donc la saison de chauffage a un peu de mal à commencer. Donc ça, forcément, ça a évidemment un effet, c'est que la production de gaz aux États-Unis reste toujours supérieure environ à 100 milliards de pieds cubes, ça ne change pas. Par contre, la demande, elle, se maintient à 70 milliards de pieds cubes, ce qui est 6% plus élevé que l'année dernière, mais elle n'augmente pas alors que normalement elle est censée augmenter dans cette partie de l'année. Évidemment, des changements météorologiques pourraient entraîner un changement complet des perspectives du gaz, il faut le retenir.
En 2023, après un recul du 27 au 29 octobre, une augmentation significative a eu lieu juste avant la fin du mois de novembre et l'expiration des contrats. On pourra avoir la même chose cette année. Alors, techniquement, c'est une analyse technique d'Antoine que vous pourrez trouver dans le Good Morning Market du 3 octobre. En weekly, le gaz naturel est bloqué par cette résistance à 3,20 environ dollars. Et on a essayé de franchir cette résistance plusieurs fois, on n'y arrive pas. Donc pour l'instant, le gaz naturel est bloqué par cette résistance. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous référer à ce Good Morning Market. Maintenant, on va parler du cacao. Et enfin, pour le cacao, les livraisons de cacao reprennent. On a enfin une hausse des stocks. Alors, on a tout d'abord une pression à la hausse pour les prix qui s'est exercée en raison de la volonté des vendeurs de se soustraire à leurs obligations de livraison. Actuellement, la différence entre les contrats successifs se réduit considérablement, mais les problèmes persistants de disponibilité du cacao pourraient inciter les vendeurs à les clôturer avant le roulement. On va revenir à ça juste après. Le prochain rollover, lui, il sera le 7 novembre. Toutefois, il s'agira de reconduire le contrat de décembre au mois de mars, de sorte que la pression à la hausse pourrait se poursuivre avant l'expiration du contrat de décembre. Alors, c'est ce qu'on voit dans ce graphique, hein. La différence entre les contrats de décembre et de mars diminue, c'est ce qu'on voit quand ces deux courbes se rapprochent. Toutefois, la reprise récente a entraîné une augmentation de la courbe à partir de juillet. Donc c'est ce qu'on voit, on passe au-dessus, la courbe blanche passe au-dessus de la courbe orange. À court terme, cela indique le fait que le marché pense que l'offre sera plus grande que la demande. La différence actuelle entre les contrats est d'environ 400 $, alors qu'il y a un mois, elle était de près de 1000 $. Le contrat de juillet se négocie actuellement en dessous de 6000 $. Alors maintenant, on va voir un peu fondamentalement ce qui se passe au niveau du cacao. Donc, on a eu des prix qui ont rebondi et qui ont atteint 7000 $ malgré les livraisons en hausse dans les ports de Côte d'Ivoire. Les livraisons de cacao, elles, dans le monde, ont atteint, au 27 octobre, pardon, se sont élevées à 284 000 tonnes contre 226 000 tonnes l'année dernière. Donc on a des livraisons plus élevées, ce qui est plutôt un catalyseur baissier, l'offre augmente. Et les prévisions de production de cacao de Côte d'Ivoire pour la saison en cours ont été révisées à la hausse à 2,2 millions de tonnes. Les données récentes sur la transformation du cacao montrent une croissance d'une année sur l'autre en Amérique et en Asie, mais une baisse de 3,3% en Europe, ce qui pourrait laisser supposer que les prix étaient déjà trop élevés. Techniquement, on a une belle tendance baissière, donc avec une ligne de tendance ici, où on a eu plusieurs tentatives de sortie par le haut qui ont toujours échoué. C'est ce qu'on voit ici, ici on a méché au-dessus, on est retourné en dessous, par là. Et ici on a tenté de sortir par le haut et on est finalement repassé sous la ligne de tendance. Il ne faut pas cependant oublier que le prochain roulement aura lieu le 7 novembre et que, bien que les différences entre les contrats aient diminué, il y a une possibilité de pression à la hausse avant le rollover. Pour l'instant sur les cours, on a une résistance autour de 6900-7000 $ la tonne. Maintenant, on va parler du pétrole, où on a observé une grosse faiblesse dans les prix en début de semaine, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, le pétrole a fortement baissé suite à l'attaque israélienne contre l'infrastructure militaire iranienne. Mais cette attaque était seulement limitée aux infrastructures militaires et non pas aux infrastructures pétrolières, ce qui a complètement anéanti la prime de marché liée à l'incertitude au Moyen-Orient. Le marché pense que désormais Israël ne s'attaquera pas aux infrastructures pétrolières, ce qui a fait baisser le pétrole. L'Iran, pour l'instant, n'a pas encore annoncé s'il envisage des mesures de rétorsion face aux attaques d'Israël. Malgré des perspectives mondiales mitigées, notamment en Chine, une baisse des stocks du pétrole est observée, ce qui est plutôt un catalyseur haussier, ce qui pourrait suggérer une reprise des prix. Vortex rapporte une chute de 18% en glissement annuel des stocks en octobre. Maintenant, plus précisément au niveau de la Chine, la Chine continue à publier des données qui sont médiocres, des données économiques médiocres, avec une baisse de 7,7% en glissement annuel en septembre, et pour la période de 9 mois de janvier à septembre, c'est une baisse de demande de 4% en glissement annuel pour le pétrole. Les grandes institutions financières prévoient un prix du pétrole entre 75 et 80 $ le baril pour l'année prochaine,
Et des sources de l'OPEP+, ont par contre signalé que l'OPEP+, pourrait retarder d'un mois, voire plus, la hausse de la production de pétrole prévue pour décembre 2024, ce qui pourrait, donc le but c'est de soutenir les prix, donc ça pourrait augmenter les prix. Techniquement, le Brent est passé sous la barre des 71 $ le baril et teste les plus bas niveaux depuis la fin de septembre. Actuellement, la zone de résistance clé, c'est la moyenne mobile à 50 jours que vous voyez là, qui correspond à 50 $ le baril. Et on a une autre résistance qui est la moyenne mobile à 100 jours, qui est à 79 $ le baril. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je réponds toujours à tout. C'était Mathis Mouflet pour XTV.